Est-il opportun d'investir sur Equasense au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste du logiciel pour les pharmacies, pour les officines. Allez, on est sur un cours de l'action qui est passé de 19,50 € à 50 € en 10 ans. Bon, c'est sympathique, mais c'est pas exceptionnel. On voit que depuis 2021, c'est la déroute un peu quand même. On est passé de 113 à 31. Bon, peut-être une division par 4. Depuis, ça rebondit un petit peu. Donc, les choses semblent s'améliorer. En tout cas, le marché boursier est plus optimiste sur cette entreprise. On va regarder ce qui se passe. Donc, en termes de market cap, c'est 750 millions, donc c'est une mid cap. Alors, on n'a pas tous le chiffre d'affaires. Bon, c'est dommage. Alors, 8,3% en médiane de croissance des chiffres d'affaires. Forte croissance, enfin, plutôt élevée. Et je pense que en fait, le marché sanctionne le fait que derrière, on est sur un ralentissement assez fort. Actuellement, on est en décroissance, moins 1,4%. L'entreprise a fait 367 millions d'euros d'acquisition en 10 ans, ce qui est la moitié de la market cap. Donc, c'est une entreprise qui fait de la croissance organique et externe. Bien, au niveau des taux de marge, oula, c'est pas beau. Donc là, on a des taux de marge qui s'effondrent depuis 2021. Donc c'est ça que le marché a sanctionné. La trajectoire, pour l'instant, ne s'inverse pas. Donc l'entreprise a potentiellement un problème de coût ou de fixation des prix. Donc là, il faut aller élucider, aller clarifier pourquoi est-ce que ce taux de marge brute est en baisse et entraîne du coup les autres taux. Très difficile quand vous avez un taux de marge brute en baisse d'améliorer les opérations pour compenser, puisque vous avez un effet levier opérationnel négatif, malheureusement. Donc pas de miracle, les taux de marge tombent, et là, ça ne doit pas rester sans explication, parce que ça, c'est symptomatique d'un problème de positionnement concurrentiel. Donc là, il y a peut-être un problème sur la stratégie de l'entreprise, un problème de perte de part de marché. Donc ça me rend inquiet sur ce genre d'entreprise, sur l'entreprise, pardon. Bon, donc les taux de marge, c'est pas flambant. Free cash flow, ça suit le taux de marge net. Bon, donc attention sur les marges sur cette entreprise, il y a peut-être un problème. Au niveau des free cash flow, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a plus de bénéfices nets que de free cash flow. Bon, ça peut se comprendre, c'est une société qui fait encore de la croissance, donc qui passe des dépenses en capital et qui a besoin de financer sa croissance. Ça, on peut comprendre. Au niveau du BFR, on est à l'équilibre, on est à zéro en fait en termes de BFR. Ça, c'est une situation qui est pas trop mal. Ça veut dire que ce sont les clients qui financent les opérations et qu'on arrive potentiellement à faire payer des clients un tout petit peu avant de devoir payer ses fournisseurs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas trop mal positionné dans la chaîne de valeur. Si on regarde la variation du BFR, on a 6 millions cumulés sur 10 ans, c'est pas grand-chose. Donc finalement, ils ont bien maîtrisé, sauf qu'il y a eu ils ont cumulé des variations négatives depuis 2022. Bon, donc ça, à garder en tête quand même que ça s'est dégradé, mais là, ça semble se stabiliser. Au niveau des dépréciations amortissements et face aux dépenses en capital, on est sur des capex largement supérieurs aux dépréciations amortissements. Il y a un peu d'éléments de non-cash qu'il faut aller examiner de plus près dans le tableau de flux de trésorerie. Donc là, on continue à investir dans l'appareil productif. Alors là, c'est du logiciel. Bon, voilà, donc il faut voir ce qui passe comme dépenses en capital. Normalement, sur du logiciel, c'est au début, vous faites de la grosse dépense en capital, et puis après, normalement, votre produit est mature, et puis vous faites un peu de dépenses pour déployer de nouvelles fonctionnalités, mais il n'y a pas besoin non plus d'être sur une dépense massive. Donc là, il faut comprendre pourquoi est-ce que cette dépense en capital est aussi élevée par rapport aux dépréciations amortissement. Bon, donc ça explique pourquoi le résultat net est plus élevé que les free cash flow. Donc là, pour valoriser l'entreprise, entre résultat net et free cash flow, il vaudra mieux utiliser les free cash flow. Ça donnera une vision un peu plus pessimiste, mais à mon avis, plus réaliste sur la valorisation. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, ça s'effondre. Alors, en médiane, c'est 17%, ça c'est très bien. Ça, c'est du niveau, très bon niveau pour les logiciels. Le logiciel, c'est pas intensif en capital. Donc, on n'a pas besoin d'engager beaucoup de capitaux. Donc, rendement des capitaux investis, je rappelle la formule, c'est profit opérationnel après taxe divisé par les capitaux investis. Donc, on n'a pas besoin d'investir beaucoup de capital, c'est-à-dire d'actifs immobilisés et de BFR pour ce genre d'activité. Mais là, ça tombe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique pourquoi la rentabilité baisse? Symptomatiquement, c'est symptôme d'un
mauvais positionnement concurrentiel. Donc, il faut aller clarifier ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils se font prendre des parts de marché par des concurrents? Je ne sais pas, par exemple, dans le logiciel, il y a beaucoup d'acteurs qui, en Europe, il y a un acteur qui déploie la stratégie de Constellation Software, c'est-à-dire acheter beaucoup de logiciels sur des verticales métiers différentes sans les fusionner, etc. Donc, ils ont un portefeuille. Est-ce qu'il n'y a pas un acteur voilà, un acteur étranger, par exemple, qui aurait racheté une verticale métier sur le logiciel de pharmacie? C'est peut-être le cas. Et ça peut expliquer pourquoi la rentabilité baisse. Donc ça ne va pas rester sans réponse si vous voulez investir dans Equasense. Pourquoi la rentabilité baisse? Au niveau de l'endettement, on n'a pas l'info, malheureusement, sur 2024. Je ne sais pas pourquoi la donnée ne s'est pas chargée sur Coifin. Bon, donc au dernière donnée dispo, 16,5 millions. Bon, ils sont quasiment pas endettés, hein. Donc ça, on l'a mis, ça n'a pas non plus dérapé excessivement depuis un an. Bon, donc là, il n'y a pas grand-chose à signaler. Au niveau des free cash flow, on a des free cash flow qui montent, mais par à coup, alors que le dividende est en augmentation régulière. Donc pour l'instant, ça reste pas problématique. On est sur la moitié des free cash flow versés en dividende. Ça vous donne un rendement de 3%, de 2,5%. 2,5% à la louche, voilà, c'est ça, un rendement actionnaire ici. Il n'y a rien à signaler sur les. Il y a quelques émissions d'actions. Il faut voir si ce sont des nouvelles actions qui ont été créées, mais c'est quasiment pas grand-chose. Donc ça ressemble à de l'actionnariat salarié ou des stock options, mais c'est pas significatif. Donc voilà, vous avez un dividende en augmentation, mais les free cash flow qui sont plus heurtés que l'évolution du dividende. Donc attention, hein, peut-être qu'à un moment donné, on va se trouver avec un payout ratio un peu biais. Au niveau de la valorisation, au respect de un price to free cash flow, il n'y a quasiment pas de dette. En price to free cash flow, ça se paye 21 fois. En médiane, c'est 32. Est-ce qu'il y a une décote? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que le profit de croissance de l'entreprise, pour l'instant, c'est plutôt, le multiple à prendre, c'est plutôt celui-là, hein. On est pile dessus. Donc là, l'entreprise a fortement ralenti depuis 2021. Pourquoi d'ailleurs? Il faut aller voir pourquoi. Et donc, même ce multiple-là, cette période, c'est un peu encore exceptionnel. C'est tant que le marché ajuste le multiple à la nouvelle réalité, hein. Donc là, en fait, je pense qu'il y a une méga mauvaise surprise en 2020-2021. Et donc, le multiple est parti en flèche parce que le free cash flow était faible. Et depuis, le marché réévalue constamment la baisse de multiple parce que, à mon avis, le profil du dossier, en termes de croissance, est de moins en moins intéressant. Donc, pour être conservateur, moi, je pense qu'il faut prendre ce multiple de 3 ans, là. On est à 21, presque le cash flow. Bon, ça reste cher pour une entreprise qui a un problème de croissance. Si la croissance repart, c'est pas un problème. Mais si elle se maintient à ce niveau, je vois pas le multiple rester à 20 fois, hein. Il va peut-être baisser encore. Donc, prudence quand même sur ce dossier. Il faut absolument clarifier pourquoi la croissance ralentit, pourquoi les marges baissent, pourquoi la rentabilité baisse. Au niveau, c'est tout, hein. On a vu que la valorisation. Donc du coup sur Equasense, j'ai l'impression que c'est une histoire c'était une belle histoire de croissance qui s'est arrêtée violemment en fait en 2021. Et maintenant on n'est plus sur un profil de croissance, hein. On est plutôt sur une boîte qui essaye de trouver des nouveaux relais de croissance. Espérons qu'ils y arrivent. Mais pour l'instant, je vois pas énormément de catalyseurs à la hausse sur cette entreprise, hein. Donc, il faut comprendre. Moi, je pense que c'est un problème de positionnement concurrentiel. Et ça, vous le saurez en regardant les documents financiers, en lisant les documents financiers, en regardant les assemblées générales, etc. du groupe. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.